Bien, bonjour à tous. Dans ce tutoriel sur les circuits électriques traversants, on va essayer d'apprendre à faire un routage de cartes, c'est-à-dire la réalisation d'une carte électronique avec des pistes, avec des composants uniquement traversants. Donc il y aura un autre tuto qui concernera les méthodes de routage utilisant des composants de type CMS. Avec les deux tutos, vous pourrez adapter les méthodes des composants traversants, des méthodes de composants CMS pour essayer de faire votre propre carte. Je prends l'occasion ici des composants traversants pour vous présenter un certain nombre de réflexes à acquérir au niveau de la réalisation des cartes électroniques. Donc le routage des cartes se fait ici avec le logiciel Altium Designer, donc la version 19. Il y a des petites modifications d'une version à l'autre. L'idée c'est de pouvoir s'adapter à chaque modification de version. Je pars du principe que vous savez réaliser un schématique. Vous l'avez normalement fait lorsque vous avez fait de la simulation sous Altium Designer. Alors déjà sur le schématique, par rapport à la simulation, il y aura des petites modifications. Déjà, il faut vérifier pour chaque composant que le modèle associé au composant au niveau de l'empreinte est le bon. Donc ça, c'est à vous de choisir les bons composants. Donc typiquement ici, si je prends une résistance, ou même par défaut ici, pardon, c'est la capacité, bah, vous voyez qu'il y a l'empreinte ici de la capacité qui a priori est la bonne. Ne pas oublier par rapport à la simulation qu'on va avoir besoin de connecteurs. On va avoir besoin des connecteurs pour les signaux d'entrée et de sortie, et puis de connecteurs également pour les alimentations. Ça, c'est une erreur très fréquente. Quand on vient du monde de la simulation elle marche, on passe au PCB, on fait la carte, et puis au moment de la souder et puis de la tester, on se rend compte qu'on n'a pas mis de connecteur pour l'alimentation, par exemple. Donc ne pas oublier ça. Ensuite, par rapport à la simulation, on va essayer de masquer ou de supprimer tout ce qui va être lié aux sources de simulation qu'on n'a plus besoin et qui n'ont plus lieu d'être au niveau de la partie routage. Comme pour la simulation, je vous encourage vraiment à nommer le maximum de potentiel avec les net labels, de manière à pouvoir très facilement au niveau du routage savoir sur quel connecteur vous êtes, quel potentiel vous êtes. Ça va vous faciliter énormément le routage. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir dans le projet rajouter une feuille de dessin qui va vous permettre de faire le dessin des pistes et donc qui va vous permettre de faire le circuit électrique. Donc pour faire ça, eh bien, on vient faire File, New et puis PCB. Et puis normalement, une nouvelle feuille va apparaître. Cette feuille elle va être par défaut rattachée donc, à votre projet. Donc elle s'appelle ici PCB1. Et ça correspond à une feuille vierge, donc noire. Le cadre noir, enfin la partie noire, ça correspond à toute votre carte électrique par défaut. Alors vis-à-vis de votre carte électrique par défaut, eh bien ici c'est la dimension standard que l'on retrouve sous Altium, mais vous pouvez et vous pourrez en tout cas modifier cette dimension de carte électrique, c'est un des objets, un des objectifs pardon, de notre formation ici. Vous pouvez également préciser lors de la création du projet des tailles de cartes prédéfinies qu'il vous demande de choisir parmi une liste, mais vous avez mis default normalement et vous tombez sur ce cadre-là. Cette feuille de dessin, on va tout de suite la rattacher à notre projet, puis on va l'enregistrer. Donc on va l'enregistrer dans le projet concernant notre réalisation de carte, et puis je vais la nommer ici démo tuto, non, démo traversant, pardon, .pcb. Avant d'aller plus loin, on va commencer par définir les paramètres de routage, les règles de routage que le logiciel va va vérifier à votre place, et puis ça va vous permettre de vous guider, de vous aider tout au long du routage. Donc pour faire ça, on va dans Design, Rules, et puis à ce moment-là, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît, et dans cette fenêtre, vous pourrez régler la quasi-totalité de tous les paramètres à vérifier lorsque vous faites une carte électronique. Le premier paramètre concerne des paramètres électriques. Donc c'est effectivement la première chose à vérifier quand on fait une carte électronique, c'est que toutes les connexions électriques sont conformes à ce que l'on souhaite. Après, il y a toute une catégorie liée aux typologies de routage. Puis ensuite, il y a plein d'autres paramètres qu'on verra même pas nous parce qu'on n'en a pas l'utilité à Polytech Paris-Saclay. Mais notamment, vous retrouvez des paramètres liés au masque pour faire de la brasure, pour déposer la pâte là où il faut, au masque pour les vernis, aux paramètres d'électronique haute fréquence, etc. Bref, ici, on n'ira pas jusque-là. Par défaut, on a cette arborescence qui est donnée. Donc le premier paramètre qui est important, c'est le paramètre dit de clearance. Donc c'est
l'isolement entre les conducteurs électriques. Ce paramètre de clearance, par défaut, donc il va concerner soit deux pistes entre elles, soit une piste et un objet électrique type un pad. Donc un pad, c'est une pastille, qu'elle soit un pad, une pastille liée à un connecteur ou à un trou, donc pour un trou de fixation, ou un via. Donc un via, c'est une pastille métallisée qui permet de faire un trou métallisé, pardon, qui permet de faire la connexion électrique entre différentes couches de votre carte. Donc par défaut, on va placer partout donc un isolement de 20 000, donc un clearance de 20 000. Alors attention, je rappelle ici que 1000, ce n'est pas des millimètres, mais ce sont des millièmes de inch. Vous voyez que le tableau en dessous s'est aligné sur 20 000 partout. Le tableau en dessous vous permet de regarder l'isolement entre tous les objets. Donc typiquement entre un via et une piste, entre un via et un pad, etc. Si on clique sur Advanced, eh bien, le tableau change un petit peu, et notamment il y a une ligne poly qui apparaît. Poly, c'est pour polygone, et les polygones, ça va concerner des plans, notamment des plans de masse que l'on va placer, dont on parlera tout à l'heure. Donc un plan de masse, c'est là où on va mettre le cuivre en dehors des pistes, et on va conserver du cuivre sur la totalité de la carte, à l'endroit où on n'a pas mis de piste. Ce polygone, eh bien, on va lui donner à Polytech Paris Sud des recommandations un peu particulières. On va mettre un isolement de 40 000. Et donc vous sélectionnez la ligne et puis vous remplissez 40 et il met 40 dans la totalité de la ligne. Alors attention, ces règles de routage, ce sont des règles types vis-à-vis, enfin ces règles et notamment ces isolements, ce sont des paramètres types que l'on rencontre le plus souvent sur notre plateforme à Polytech Paris Sud, qui sont assez éprouvés. Maintenant, dans des cas particuliers, on va être amené à changer ces paramètres types en fonction du type de carte, en fonction des composants, mais on vous recommande en tout cas de commencer par renseigner ces paramètres-là. De la même manière, si vous tirez une carte à l'extérieur, eh bien vous aurez peut-être envie d'avoir d'autres paramètres de routage, parce que ici ce sont des paramètres de routage qui prennent des précautions pour que ça marche plus facilement, mais on est loin des recommandations optimales pour avoir une carte plus petite, notamment avec donc des rapprochements des composants. Il y a une petite option ici au niveau de cet isolement, c'est si vous cochez cette case-là, ça va vous permettre d'ignorer les paramètres de clearance dans les connecteurs électriques qui sont au sein d'un même composant. Alors je m'explique, il y a beaucoup de composants pour lesquels les pads, donc les pastilles, sont extrêmement rapprochées les unes des autres parce que le but de l'électronique c'est d'avoir des composants assez petits. Si jamais on ne coche pas cette case, eh bien le rapprochement entre la proximité en fait entre les pads des composants est telle que vous mettez en défaut la règle d'isolement précédente, donc des 20 000. Donc ça veut dire qu'il va générer une erreur. Alors qu'en fait, vous n'y pouvez rien, vous utilisez un composant qui est ce qu'il est, et donc il doit fonctionner quel que soit votre routage. Donc en cochant cette case, ça vous permet d'ignorer ces règles de clearance pour les broches d'un même composant. Et donc du coup, ça vous permet de ne pas être en défaut vis-à-vis de vos règles de routage. Deuxième paramètre important, c'est la largeur des pistes. Donc il faut aller dans Routing ici. Et donc la largeur des pistes, on peut préciser trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la largeur minimale, en dessous de laquelle on ne doit pas aller. Donc pour les montages traversants, on vous recommande 20 000. Ensuite, il y a la largeur préférée, c'est la largeur standard que vous allez utiliser. On va mettre 20 000. Et puis pour la largeur maximale à ne pas dépasser, on va mettre 40 000. Alors on met une largeur de piste plus grande que la largeur préférée, parce qu'à la limite on pourrait mettre que du 20 000 partout, pour la raison suivante, c'est que lorsqu'on a des alimentations avec des cartes où il y a besoin d'un peu plus de puissance, eh bien pour faire passer cette puissance, on a l'habitude de prendre des précautions et de mettre du coup une largeur un peu plus grande des pistes. Voilà. Notez ici que vous pouvez très bien édicter des règles de largeur de piste différentes entre le top et le bottom. Ça pose aucun problème, vous pouvez même rajouter des règles pour des pistes particulières. Enfin, Routing Layers, donc par défaut, vous avez deux couches, le top et le bottom. Nous, on va faire ici un routage très simple, donc on va uniquement utiliser du bottom. Donc en montage traversant, les composants vont être sur le top, les broches vont traverser la carte et donc les pistes vont se retrouver en bottom. Donc je vais décocher Top Layer ici et puis appliquer toutes ces règles. Donc voilà, donc là j'ai a priori une carte en noir qui a une dimension standard, qui ne va pas me correspondre, ou en tout cas ce serait un heureux hasard. Et puis j'ai fait mes règles. Alors vous voyez que tout autour ici, eh bien
l'environnement a un petit peu changé par rapport à ce que vous connaissez dans le schématique. Vous retrouvez une seule chose qui est à gauche, c'est l'arborescence de votre projet. Par contre, en haut, les menus ont changé. Vous n'avez pas les mêmes raccourcis puisque ce ne sont pas du tout les mêmes finalités. Ici, on va faire du dessin de piste en quelque sorte, alors que dans le schématique, on faisait du dessin de composants, mais qui n'ont pas de réalité physique. À droite, vous retrouvez quand même les fenêtres de propriétés, mais ce ne seront pas les mêmes propriétés que dans le cas du schématique. Et puis, on va retrouver un certain nombre d'onglets supplémentaires qu'on va utiliser. En bas, vous avez toutes les couches qui vont être disponibles pour votre carte. Alors, il faut rappeler qu'une carte électronique, elle est constituée déjà de couches physiques. Donc, vous avez normalement un isolant qui va séparer la couche du dessus de la couche du dessous conductrice. Ensuite, vous avez éventuellement des couches liées à des vernis. Vous avez des couches liées à du dépôt de pâte lorsque vous venez faire les composants. Vous les soudez, entre guillemets, vous les brasez avec un four à refusion. Et puis vous avez la sérigraphie, donc tout ce qui est information sur les composants, sur la carte pour l'utilisateur. Donc tout ça, c'est répertorié en bas et c'est par des systèmes de couches. Donc il y a des couches qui vont réellement exister au niveau de votre carte finale et puis il y a des couches qui vont être des couches d'information ou des couches d'aide à la réalisation de votre carte. Donc vous retrouvez le top layer et le bottom layer. Mechanical One, on va voir par la suite, c'est une couche d'information. Top overlay et bottom overlay, c'est la sérigraphie. Donc c'est là où on va pouvoir mettre des noms des composants, le nom de la carte notamment. Top paste, bottom paste, top solder et bottom solder, ça c'est lié à tout ce qui est masque, donc pour notamment la partie pâte à braser, donc soudure, et puis vernis épargne, donc ça ne concerne pas Polytech. Et puis vous allez retrouver Drill Guide, donc ça c'est pour des informations sur les trous, qui ne vont pas nous concerner non plus parce que nous on utilisera un autre moyen. Et puis il y a le Keep Out Layer dont on va parler tout à l'heure. Alors à ce stade, ma carte, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'elle a une dimension standard, elle a des règles, mais il n'y a pas de composants. Donc il va falloir importer les composants et puis les connectiques, les liens entre les composants. Et donc pour faire ça, il faut mettre un lien, il faut faire un lien, établir ce lien entre le schématique et le PCB. Donc on va retrouver d'abord notre schématique, et puis ce qu'on va faire, on va aller dans Design, Update PCB. Donc on va lui demander de faire un update du schématique vers le PCB. On pourrait aussi faire l'inverse, rester dans le PCB et puis faire des importations de changements depuis le schématique. Les deux sont possibles. S'il y a le terme update qui est indiqué, ça veut dire que vous pouvez à tout moment faire des mises à jour, donc des modifications de votre schématique. Ça va pas, vous n'aurez pas besoin de refaire le PCB depuis zéro. Altium Designer vous propose, en cours de route, d'intégrer des modifications. Donc ça c'est extrêmement pratique parce que très souvent quand on fait la carte, on s'aperçoit que ah bah tiens j'ai oublié de router la masse ou ah bah tiens j'ai oublié un connecteur. Donc du coup on revient sur le schématique, on fait les modifications et ensuite on les importe dans le PCB. Donc ce que je vais faire c'est un update, une nouvelle fenêtre va apparaître, cette fenêtre là elle va lister toutes les modifications qu'il faut apporter. Alors là bien sûr il n'y a que des modifications à apporter puisque j'ai rien sur mon PCB. Et elle va les mettre par catégorie. D'abord, il y a les composants. Effectivement, il va falloir apporter un composant qui est ici donc, un connecteur d'alimentation, que je n'ai pas oublié. Il va falloir importer un condensateur C1, qui est le condensateur de découplage de mon circuit ici. Il va falloir importer des connecteurs in et out. Donc vous voyez, in et out qui sont là. Alors notez que, à nouveau, quand vous mettez vraiment des noms explicites, c'est quand même beaucoup plus facile après de vérifier ce que fait l'outil. Notamment ici, in et out, c'est très clair, ça va être directement mon connecteur d'entrée et de sortie. Donc on vous encourage réellement à mettre des noms assez spécifiques qui vont vous parler au niveau de vos routages. Et puis Q1 c'est mon transistor qui est ici, et puis R1 c'est ma résistance qui est ici. Voilà. Ensuite, c'est pas le tout d'importer des composants, mais il faut aussi donner l'information des potentiels qui relient les composants. Donc ce sont les nets. Ici, eh bien, effectivement, il va falloir ajouter un net de drain, de GND, de grille et de V+. Donc en gros, c'est toutes les connectiques que j'ai réalisées sur mon schématique. Enfin, les connectiques, pardon. Toutes les connexions que j'ai réalisées plus exactement sur le schématique. Ensuite, il propose d'ajouter des classes. Alors, en fait, on peut réaliser des classes qui vont permettre de donner certaines propriétés pour des composants entre eux. Des composants liés à l'alimentation, à la masse, des choses comme ça. Nous, on va pas tellement s'en servir dans un premier temps, donc on peut oublier, mais on peut laisser cocher, ça ne pose aucun problème. Et puis, il propose d'ajouter une room, on va voir sur le PCB ce qu'est une room. Donc je valide en bas à gauche les modifications.
Je peux en apporter, hein. Par exemple, si j'avais décidé de ne pas importer les classes, j'aurais pu décocher classe et puis valider que je n'importais pas les classes. Et puis j'exécute les changements. Et quand je fais close, normalement, vous allez voir que mon PCB a changé. Il a changé parce que en bas à droite, maintenant, j'ai les composants qui sont disposés et je retrouve tous les composants de ma carte électronique du schématique. Alors, à noter que quand on est en double écran ici, c'est quand même bien pratique parce que du coup, on a à la fois le schématique avec l'ordre des composants qui apparaît et puis la partie PCB, donc empreinte des composants, et de naviguer entre les deux, c'est quand même un plus. Alors vous voyez que tous les composants, ils sont ici dans une zone un peu en rouge délimitée par du rose. Et si jamais j'enlève un composant, par exemple pour le mettre sur ma carte, le composant devient vert. Alors on pourrait penser que ce composant, quand il devient vert, c'est que c'est super, il est sur la carte, donc tout va bien. En fait, c'est l'inverse. En Altium, eh bien, lorsqu'un composant est vert, ou lorsqu'une piste devient verte, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on ne vérifie pas des règles de routage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai tout simplement enlevé le composant de la zone rouge vers l'extérieur de cette zone. Cette zone rouge, c'est ce qu'on appelle la room. Cette room-là, c'est des règles de placement des composants, de vérification que le composant est bien placé au bon endroit. Alors pourquoi on a ça? Parce que je vais prendre l'exemple de routage haute fréquence. Dans des cartes où il y a du routage haute fréquence, il est recommandé, donc par les normes, de mettre des zones liées à la haute fréquence, les zones séparées liées à la basse fréquence et les zones d'alimentation. Donc pour vérifier que les bons composants sont dans les bonnes zones, eh bien, on va associer les composants à chacune des trois zones et ça va être une règle de routage supplémentaire. On va dire que voilà, les composants haute fréquence doivent être dans la room haute fréquence. Ici, j'ai enlevé un composant de la seule room qui existe, donc la règle est en défaut. Même si je ne l'ai pas paramétré, il y a quand même une règle par défaut. Donc il y a deux solutions. Soit on prend la room et on la met sur la totalité de la carte, soit comme on n'a qu'une seule room et qu'on n'a pas ces contraintes-là, on peut aussi s'affranchir de cette règle de placement et supprimer la room. Et vous voyez que tous les composants redeviennent normaux et ne sont plus verts. L'étape d'après, c'est le placement des composants. Alors le placement des composants, il obéit à un certain nombre de règles que l'on vous recommande de suivre. La première règle, c'est qu'il est préférable de placer les composants en suivant l'ordre des signaux. Donc le suivi des signaux, depuis l'entrée jusqu'à la sortie, est une indication précieuse sur le bon placement des composants. Alors ça se comprend bien, hein, parce que si par exemple j'ai une résistance qui est associée à un composant en entrée et que je la place vers le composant de la sortie, pour faire les connexions avec cette résistance, il va falloir que je traverse deux fois toute la totalité de la carte, entre l'entrée et la sortie. Donc ça veut dire que je vais rajouter des contraintes supplémentaires, je vais barrer des pistes possibles pour les autres composants, et donc plus on est proche des composants, plus les composants sont proches entre eux, et mieux c'est. Donc ça, c'est assez important de suivre ça, et donc c'est là où c'est important et intéressant en tout cas d'avoir le routage, le schématique sous les yeux pour faire ce routage. La deuxième règle, c'est qu'en général, pour la quasi-totalité des cartes, les connecteurs se placent en bord de carte. Pensez au connecteur d'alimentation ou au connecteur USB de votre téléphone, hein, c'est pas en plein milieu de l'écran qu'on a mis le connecteur. Alors il y a des exceptions bien sûr, c'est quand les cartes se pluguent les unes sur les autres, des fois on a besoin que la connectique se fasse au milieu, mais ça reste quand même très marginal. Donc on vient prendre les connecteurs, et notamment le connecteur d'entrée, et je viens le placer par exemple à gauche, je vais aller de la gauche vers la droite. Après le connecteur, j'avais quoi? J'avais le transistor. Après le transistor, j'avais la résistance, et après la résistance, j'avais mon connecteur de sortie. Qu'est-ce qui me reste? Les alimentations, qui sont distribuées un peu partout. Donc l'alimentation, je vais la mettre par exemple pour l'instant en haut. Et puis le condensateur de découplage, je vous rappelle que ça se met au plus près des alimentations, de manière à ce qu'il soit bien efficace. J'ai fait un premier placement, grosso modo, qu'on va optimiser. Ce placement-là, il va vous permettre déjà de voir si vous avez fait des grandes erreurs, si par exemple la résistance dont je parlais tout à l'heure en entrée, elle est placée complètement vers la sortie. Ça se voit grâce notamment aux chevelus. Donc les chevelus, ce sont les fils jaunes ici qui relient les potentiels identiques. Alors ce n'est pas une piste, hein. Ça va devenir une piste par la suite, ça va vous guider pour faire la piste, mais c'est juste le potentiel le plus proche identique aux autres composants. Ces chevelus-là, ils évoluent en fonction du placement des composants. Typiquement, si je prends ce condensateur-là, vous voyez qu'il y a une broche qui est située, qui est reliée à la masse, et l'autre qui est reliée au plus. Mais la masse, elle est reliée à gauche. Si jamais je mets le condensateur de l'autre côté, vous voyez que la masse du condensateur n'est plus reliée à la même masse que précédemment. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une autre masse, identique donc en potentiel, qui est plus proche.
et donc ça va évoluer en fonction de votre positionnement. Ceci étant dit, ça va évoluer pour certains signaux et pas pour tous. Typiquement ici, vous voyez que dans ce cas-là, le V+, il se retrouve croisé par rapport à la masse de l'alimentation, donc c'est peut-être plus malin de mettre le condensateur de découplage à gauche plutôt qu'à droite, parce que sinon l'alimentation va se croiser par rapport à la masse. Donc c'est peut-être plus malin de le mettre ici. De la même manière, si je mettais cette résistance, par exemple ici, et que je tourne la résistance, vous voyez que là, les fils se croisent, les chevelus se croisent. Donc ce sera peut-être plus difficile à faire un routage où il y a plus de croisements que là où il y a moins de croisements de chevelus. Bon, après, il y a des fois où on ne peut pas faire autrement, hein. On est obligé de trouver une solution parce qu'il y a trop de paramètres. Mais c'est quand même une indication précieuse qui va vous permettre d'optimiser le placement des composants. Donc après, il n'y a pas unicité, hein, donc c'est à force d'en faire. Et puis après, il y en a, on peut toujours faire mieux ou toujours faire pire, je sais pas. Donc ce que je propose, par exemple ici, je vois que je vais essayer d'utiliser le placement, enfin la zone entre les deux gros connecteurs pour essayer de placer le maximum de composants. Donc je vais peut-être déjà écarter un peu le connecteur de sortie. Je vais tourner pour faire de la place le transistor, et puis la sortie qui est en 1, elle se trouve bien vers la droite. Je vais rapprocher peut-être la résistance ici. Et puis je vais la mettre par exemple comme ça. Ou alors comme ça revient à peu près au même, c'est pas très grave. L'alimentation, je vais la descendre ici. Et puis le condensateur, ça me permet de le descendre. Peut-être que je peux faire encore un peu mieux en rapprochant ici et en descendant le condensateur. Voilà, comme ça je gagne peut-être un peu. Alors vous voyez que si je rapproche trop, par exemple, les composants entre eux, ils deviennent verts parce que la règle de routage que j'ai donnée, liée notamment au clearance, eh bien, n'est pas respectée. Donc là, je suis a priori à une distance trop faible des deux composants. Donc ça me guide au fur et à mesure. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à la fin et de voir qu'il y a des erreurs, bien sûr, pour tout modifier. Voilà, un placement proposé. Alors, j'avais dit que les connecteurs d'alimentation se mettent plutôt vers l'extérieur, donc je vais conserver cette règle-là. Par contre, le alim, je peux très bien le mettre en dessous, puisque ce n'est que de la sérigraphie, donc je peux les modifier. Ça ne change rien, absolument rien à mon routage. Voilà une première proposition de placement. Alors, au niveau de cette proposition de placement, une fois que vous avez à peu près trouvé un placement idéal, eh bien, il va falloir adapter la carte à la taille de votre circuit. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est vous faites le placement et vous adaptez la taille de la carte à votre circuit. L'autre possibilité, c'est que vous avez des contraintes en amont vis-à-vis de la taille de vos circuits, soit parce que ces contraintes elles sont données de manière donc claire dans un cahier des charges, soit parce que vous avez un boîtier qui impose des contraintes mécaniques, auquel cas vous importerez vos contraintes dans Altium. Ici, on prend l'inverse, on n'a pas de contraintes a priori. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer, adapter le bord de carte à nos composants. Donc il faut que j'arrive à délimiter ce bord de carte. Alors pour délimiter ce bord de carte, on va d'abord commencer par délimiter la zone où je vais pouvoir faire le routage, où vous pouvez mettre les pistes, et interdire les pistes de sortir de cette zone-là. Donc ça va être une couche spécifique qu'on appelle le keep out. Donc le keep out layer, c'est une couche sur laquelle on vient renseigner les interdictions de passage des pistes électriques, que ce soit en top ou en bottom. Donc je vais faire un rectangle, et donc ça veut dire que tout ce qui va être à l'intérieur du rectangle devra rester dans le rectangle, et tout ce qui est à l'extérieur en termes de pistes devra rester à l'extérieur. Donc j'interdirai le passage des pistes au niveau des bords de carte. Alors pour faire ça, je sélectionne d'abord la couche. Ça, c'est important en Altium d'avoir ce réflexe. Quand je fais une modification sur mon PCB, je vérifie avant que je suis sur la bonne couche considérée. Donc typiquement, je vais faire Place, et il y a un menu Keep Out Track. En fait, je vais mettre une piste de Keep Out. Donc cette piste de Keep Out, je vais dessiner un rectangle. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de dimension imposée, donc je m'en moque un petit peu. Je fais le rectangle un peu que je veux. On verra après comment répondre à un cahier des charges lié à une dimension précise. Alors, c'est pas un rectangle que l'on trace, c'est des pistes, donc sont des lignes. Donc, je vous encourage à vérifier du coup que les angles sont bons, parce que des fois, vous voyez, donc là, c'est pas fait jusqu'au bout. Donc, il faut zoomer un petit peu et puis corriger. C'est un petit peu le côté pénible de cet outil piste. Voilà, donc essayez de trouver le moyen de refaire des angles à peu près droits. Pour que ce soit vraiment considéré comme
comme un rectangle. Voilà. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prenais l'outil pour réaliser les pistes, je ne pourrais pas partir de l'intérieur vers l'extérieur de mon routage. Là, ce serait interdit. Je dois rester dans le cadre que je me suis fixé. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez sélectionner la totalité de la carte, donc entre autres le keep out, et vous allez dans Design, Board Shape, Define from Selected Objects. À ce moment-là, eh bien, vous voyez que la totalité du noir à l'extérieur a disparu et j'ai conservé uniquement la carte à l'intérieur de mes objets sélectionnés, donc à l'intérieur de mon keep out. Là, j'ai les dimensions, j'ai ma carte qui a les dimensions que je voudrais au final. Alors, avant d'aller plus loin, on aimerait peut-être savoir les dimensions de cette carte, ou à l'inverse, on pourrait peut-être vouloir mettre des dimensions et adapter le keep out à ces dimensions-là. Ça peut être une problématique que vous pouvez avoir. Donc pour faire cela, on va placer des dimensions. C'est une information qui ne sera pas présente sur la carte finale, mais qui est un complément d'information au projet. Donc on va créer une couche qui va être liée aux dimensions. Pour faire ça, on va aller dans l'outil Panels, en bas à droite, et dans cet outil Panels, on va sélectionner le View Configuration. À ce moment-là, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît à droite. Cette nouvelle fenêtre, elle répertorie toutes les couches qui sont disponibles. Notamment, vous avez les couches liées aux signaux, donc Signal and Plane Layers. Vous avez les couches liées aux composants. Donc, notamment, vous retrouvez les informations donc, de sérigraphie, donc Overlay. Vous retrouvez les informations liées à la pâte abrasée et au masque pour le vernis. Et puis vous avez des couches mécaniques. Donc les couches mécaniques, c'est toutes les informations, on va dire physiques, liées à la carte. Physique au sens mécanique, c'est-à-dire au sens géométrique. Donc typiquement, eh bien, je vais rajouter ici une couche. Donc je vais faire Add Mechanical Layer. Et puis je vais lui préciser le type ici. Et dans le type de couche, eh bien, je vais dire que c'est une couche de type dimension. Et à ce moment-là, en bas, eh bien, vous allez avoir apparaître une nouvelle couche qui s'appelle Dimensions. Donc là, vous allez pouvoir placer, avec l'outil Place Dimension Liner, vous allez pouvoir placer ici, donc, une dimension, n'importe lesquelles, hein, donc par exemple les dimensions de votre carte. Hein. Donc là, ça va être la grande dimension, hop. Et puis, vous allez pouvoir placer, par exemple, la dimension aussi verticale de votre carte. Donc vous pouvez placer n'importe quel type de dimension. Ici, l'unité par défaut, ce sont des 1000. Vous pouvez aussi, dans les préférences, passer en millimètres, si cela vous intéresse. C'est un outil qui le permet. Donc ça, vous pouvez, a priori, commencer par aussi placer des dimensions, adapter votre keep out sur ces dimensions-là, et comme ça, vous aurez une carte. Ou vous placez les dimensions, et puis vous modifiez après votre keep out. Hein, vous voyez qu'on peut modifier complètement le keep out si j'en ai envie. Bref, c'est à vous d'adapter la méthode à vos besoins. Avant d'aller plus loin, eh bien, il y a deux choses à faire pour ne pas les oublier. C'est déjà que lorsqu'on est surtout dans des montages de type traversant, il est fréquent d'avoir besoin de mettre des supports à la carte, donc des entretoises, et donc d'avoir des trous de fixation. Donc ça peut vous passer par l'outil pad, et dans cet outil pad, vous allez pouvoir placer, donc par exemple, 4 trous de fixation. Si vous avez besoin de les placer à des distances bien précises du bord, vous utilisez avant l'outil Dimension, et puis vous placez votre pad au niveau de votre bonne dimension. Avant les pistes encore, et pour pas qu'on oublie, là il y a pas mal d'informations qui ont été données, et bien on va rajouter une information qui manque à la carte, c'est l'information liée notamment au type de carte, à qui elle appartient, la version de la carte. Donc ça c'est important parce que bien sûr quand vous êtes tout seul à faire une carte, ça pose aucun problème, mais lorsque vous êtes nombreux et puis que toutes les cartes elles sont réparties sur une paillasse et qu'il faut la trouver la bonne, eh bien c'est quand même un plus d'avoir un numéro de carte ou d'avoir une version de carte. Donc vous faites place string, ou sinon il y a le raccourci en haut, et puis vous positionnez votre titre où vous voulez. Alors attention, j'ai bien d'abord positionné la couche top overlay puisque je vais mettre ici l'information sur du top. Ça me fait l'occasion de présenter l'onglet propriétés. Dans la fenêtre de droite, si vous sélectionnez l'onglet propriétés, vous avez un peu l'équivalent de ce que vous connaissez en simulation, en tout cas dans le schématique. Vous retrouvez notamment ici que ce texte, il est bien sur la couche top overlay, il y a la position, il y a tout ce que vous voulez. Et notamment, il y a la valeur ici du texte. Donc ici, je vais mettre
démo, et ce sera un démo de type mais ici traversant. Et je vais mettre une version parce que c'est important de savoir que c'est la première version ou la deuxième ou la troisième. Voilà, donc maintenant on a quand même un certain nombre d'informations. La carte commence à prendre forme. On a une carte qui a des dimensions physiques qui existent. Il y a un bord de carte qui m'interdit d'aller faire du routage à l'extérieur. Il y a le placement des composants qui est fait. Il y a les informations sur la carte qui sont données. Si jamais je veux vérifier les composants avant de faire le routage, vous voyez que quand je clique sur le composant, vous avez aussi la propriété du composant qui apparaît, notamment ce composant-là que je viens de sélectionner, c'est du top layer, c'est un type BNC, carré, et puis vous avez la bibliothèque de la librairie concernée. Donc voilà, donc là vous avez des choses que vous connaissez dans la partie schématique, mais qui existent aussi dans cette partie footprint et cette partie PCB. Maintenant on va passer à la partie routage à proprement parler. Donc pour cette partie routage, premier réflexe à avoir, c'est je me positionne sur la couche sur laquelle je veux faire mes pistes. Donc typiquement, je vais faire du routage en bottom layer. Deuxième chose, c'est on va vous recommander de commencer le routage par les signaux, et dans les signaux les plus critiques. Ensuite, de faire les alimentations, et en dernier lieu seulement la masse. Alors si vous commencez par faire la masse, ça veut dire que comme la masse elle est présente partout, vous allez mettre des contraintes partout sur votre carte, et donc vous allez empêcher des fois le routage facile de signaux, donc ils vont faire plein de tours pour contourner cette masse, alors que la masse comme elle est partout, on trouvera très facilement une solution à la fin. Donc le conseil c'est vraiment ça, et donc ça c'est le conseil qu'on donne pour les cartes analogiques. Pour les cartes numériques c'est un petit peu différent. Donc je viens choisir l'outil ici donc de connexion, donc soit dans les raccourcis, soit dans Place et puis Place Track, ça revient au même, donc choisissons ici. Et puis je commence par l'entrée, le signal d'entrée, et puis ce signal d'entrée, grille, il va aller sur la grille du composant. Vous voyez d'ailleurs que le composant est en surbrillance, donc enfin même plus que le composant, la broche du composant est en surbrillance. Et puis je progresse comme ça de l'entrée vers la sortie. Et normalement, si le placement est bien fait, ça devrait bien se passer. Donc notamment ici, le drain, hop, il va passer là. Alors après, réfléchissons un tout petit peu. Si je fais passer le drain directement par-dessus, vous voyez que le chevelu d'alimentation, là, il va être court-circuité. Donc soit je passe par-dessous, soit j'aurais pu positionner la résistance dans l'autre sens, qui aurait été encore plus malin. Mais bon, à la limite, là, on va voir ce qu'on fait au fur et à mesure. Et là, je peux très bien passer par en dessous. Alors vous voyez que si vous allez directement à la destination finale, il propose un trajet. Si jamais vous ne voulez pas de ce trajet, c'est à vous de le faire au fur et à mesure. Donc typiquement, voilà, hop. Moi, je veux ce trajet-là, je passe au milieu, je fais un petit coude et j'arrive enfin au drain. J'ai fini avec mes signaux. Une fois que j'ai fini avec mes signaux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'alimentation. Donc l'alimentation V+, et puis l'alimentation V+, au niveau aussi hop, de mon condensateur. Une fois que j'ai fait ça, il me reste la masse à faire. Donc la masse, elle va démarrer de mon connecteur de masse. Et puis, je vais aller à droite pour aller à mon condensateur, puis à mon connecteur d'entrée. Mon connecteur d'entrée, il a 4 masses, donc on va relier ces 4 masses. Ensuite, je vais reprendre ma masse, et puis je vais aller à mon connecteur de sortie. Le connecteur de sortie, il a aussi 4 masses que je vais relier entre elles. Hop. À ce stade-là, j'ai quasiment tout fait, sauf que j'ai oublié un chevelu. Donc on voit ici, et je voulais vous le montrer, on le voit un petit peu quand on a l'habitude, effectivement, qu'il manque une connexion. Effectivement, je n'ai pas relié la masse de mon transistor. Alors ça, on peut le repérer à la fin, quand on fera une vérification, mais c'est mieux de le voir bien sûr au fur et à mesure, mais c'est pas toujours facile. Là, on le voit bien en évidence parce que la carte est simple, mais quand il y a beaucoup de composants avec beaucoup d'informations, ce petit trait jaune, on le voit pas toujours très très bien. Donc du coup, vous voyez que je peux le relier directement par l'entrée, et là normalement, j'ai tout fait. Alors un certain nombre de remarques. Déjà, première remarque, c'est que l'outil il est quand même bien fait, c'est-à-dire que je ne peux pas traverser normalement une piste. Vous voyez que là, je ne peux pas traverser avec le V+, je ne peux pas traverser une piste qui est déjà routée au niveau de la masse, sinon ça ferait un court-circuit. Donc ça, il me l'interdit. De la même manière, quand je m'approche trop d'un pad ou d'un autre connecteur, vous voyez qu'il garde une distance de sécurité qui est conforme aux paramètres de clearance qu'on a renseigné précédemment. C'est pas parce que j'ai fait un routage que
je ne peux pas le corriger. Donc j'ai deux manières pour corriger un routage. Typiquement, je prends chacun des fils et puis je les bouge. Vous voyez que voilà. Donc celui-là, il me convenait pas, je vais plus le modifier. De la même manière, si celui-ci en haut, je le trouve trop loin ou trop proche, bah, je prends ce câble et puis vous voyez que je le bouge comme je veux. Ou sinon, si je ne suis pas d'accord avec mon routage, je sélectionne la piste et je la supprime. Et à ce moment-là, je recommence, je retrouve un chevelu. Donc on peut le faire, hein. Ici, si j'appuie sur supprimer, je retrouve un chevelu, donc j'ai plus qu'à finir le routage comme je voulais. Dernière remarque liée aux pistes, lorsque je clique sur une piste, j'ai toutes les informations dans propriétés. Je connais la piste si elle est nommée, ici c'est GND. Je connais sa couche, bottom, et je vois très facilement sa largeur, 20 000. C'est ce que j'avais renseigné, a priori, dans les réglages liés aux règles de routage. Donc voilà déjà notre routage qui prend forme. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc si je m'arrêtais là et que je faisais la fabrication de cette carte, elle marcherait. Le problème, c'est que en noir, il n'y a plus de cuivre, et le cuivre est uniquement sur les pistes ici bleues. Donc nous, à Polytech Paris-Saclay, on a des plaques de cuivre qui sont complètes, et on vient enlever le cuivre pour isoler les pistes entre elles à l'aide d'une fraise. Donc si je fais cette carte-là directement, bah, ça veut dire que je vais mettre du temps, parce qu'il va falloir enlever la quasi-totalité du cuivre, sauf là où il y a des pistes, c'est-à-dire peut-être 95% de la surface à enlever. Donc ça va prendre du temps, et en plus, ça va user des fraises pour pas grand-chose. Donc on va recommander de enlever le cuivre uniquement pour dessiner les pistes, détourer les pistes, mais on va conserver le cuivre en dehors. Par exemple, dans toute la zone qui est noire ici, je peux très bien garder du cuivre, ça me dérange pas. Donc ça peut, du moment que les pistes sont isolées entre elles, c'est ça que je veux. Donc on va essayer de faire ça, et ça s'appelle un plan, qu'on rattache souvent à la masse, donc on appelle ça un plan de masse. Alors pour faire ce plan de masse, eh bien, on va utiliser un polygone, et on va dessiner le polygone là où on veut. Donc ici sur la totalité de la carte, mais on peut très bien imaginer n'avoir un polygone que sur une partie de la carte. Ce plan de masse, il a aussi un autre avantage. L'autre avantage, c'est qu'il va le permettre d'atténuer les perturbations électromagnétiques, puisque lorsque vous avez une onde électromagnétique qui arrive sur un plan, a priori elle ne traverse pas le plan métallique. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient sélectionner la couche de bottom, on vient faire place, polygone, et puis on vient dessiner le polygone que l'on souhaite effectuer. Donc je prends les 4 angles de mon rectangle, hop, j'appuie sur échappe, et il va me dessiner le polygone. Alors effectivement, il m'a bien dessiné le polygone, donc là ça veut dire que l'usinage va se faire uniquement dans les zones noires. Donc on va bien délimiter les pistes, mais on va conserver le cuivre à une certaine distance de chacune des pistes. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que j'ai bien un plan, mais qui n'est pas relié à la masse. La piste GND, ici, nulle part, elle est reliée. Alors pour faire cela, on va sélectionner le plan de masse, et on va avoir dans les propriétés, notamment dans les propriétés, il y a quoi? Il y a net. Je suis capable de rattacher le plan à n'importe quel potentiel de ma carte. Très souvent, c'est la masse, on appelle ça un plan de masse, mais dans quelques cas particuliers, ça peut être le potentiel le plus négatif. Si je fais ça, eh bien, et que je valide, vous voyez tout de suite, je vais zoomer sur le connecteur, que le connecteur de masse ici, il est inclus, il est relié par ce qu'on appelle les petits freins thermiques ici, à la masse. C'est le plan de masse. Par contre, on ne voit plus du tout les pistes de masse, en fait elles ont été noyées dans ce plan de masse. Donc ça c'est une option du plan. Donc vous pouvez cliquer sur le plan de masse et aller en bas. Quand vous allez en bas, il y a pour over all SameNet objects, ou il y a pour over SameNet polygons only. Si je clique sur la dernière possibilité et que j'applique la modification, vous voyez qu'il retrace les pistes de masse, donc il conserve le plan de masse et les pistes de masse. On vous conseille, parce que pour nous, on n'a pas besoin d'usiner les pistes de masse, hein, ça fait encore du temps supplémentaire pour l'usinage, on vous conseille d'inclure les pistes de masse dans le plan de masse. Et puis une deuxième option qui est Remove Dead Copper. En fait, dans certains routages, le plan de masse n'est pas forcément, il ne peut pas le relier partout à la masse, parce que par exemple, les règles de clearance empêchent la masse de rentrer dans une zone un peu morte, on va dire. Et donc là, du coup, soit on garde le plan qui n'est pas rattaché, le plan de cuivre, soit on l'enlève. Et donc, très souvent, on conseille de l'enlever pour ne pas faire d'effet capacitif supplémentaire. Voilà, mais ici, ça n'a pas lieu d'être, la carte est trop grosse, et le routage n'est pas assez compliqué pour voir cela. Alors là, j'ai fait les modifications de propriété du plan de masse. Dans certains cas,
les modifications que vous faites dans les propriétés ne sont pas prises en compte au niveau du pan de masse. Donc il faut aller, dans Tools. Et dans Tools, il y a Preferences. Et il faut vérifier que dans PCB Editor General, vous avez ici donc une rubrique Polygon Rebuild. Et il faut bien cocher le Repour. Donc Repour After Modification, comme ça. À chaque fois que vous faites une modification dans les propriétés du polygone, donc du plan de masse, elles sont répertoriées directement dans le routage. Donc là, au niveau du routage de la carte, on a bien avancé. Il nous reste une chose avant de vérifier les paramètres de la carte. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le détourage. À l'heure actuelle, j'ai des dimensions qui sont données pour ma carte. Cette carte-là, elle va être incluse dans une grande feuille de cuivre dans nos moyens de production, donc typiquement une feuille A4, où il y aura d'autres circuits côte à côte. Et ce qu'on aimerait bien, c'est récupérer au final uniquement votre carte et qu'on n'ait pas à la découper à la scie. Donc là, il faut préciser l'utilisation d'un outil spécial qui va détourer la carte d'un contour routeur. Et ça se précise via une nouvelle couche d'information qui est un paramètre mécanique à nouveau. Donc on vient ici dans Mechanical One, sélectionner cette couche à partir du panneau View Configuration par exemple. Et quand vous double-cliquez sur la couche M1, donc Mechanical One, vous pouvez préciser le type de couche et préciser que c'est une route toolpath. Donc c'est une couche dans laquelle on va mettre des pistes qui vont être interprétées par l'outil de détourage. Donc on fait OK. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner la totalité de la carte. Et puis vous allez dans Design Board Shape et vous allez créer une primitive. La primitive qu'il va créer, elle va vous demander donc une largeur, c'est la largeur de l'outil de détourage. Chez nous, c'est 2 mm. Et vous vérifiez bien que cette piste, elle est faite à l'extérieur de votre carte de manière à ce que les dimensions ne soient pas rognées vis-à-vis de ce que vous vouliez. Donc on va faire OK. Et vous voyez qu'une nouvelle piste est créée qui normalement fait 2 mm. Et donc ça va être interprété par nos outils pour détourer la carte et la récupérer sans difficulté. Avant de vérifier que les règles de routage sont bien faites, on peut visualiser la carte en 3D. Donc quand vous appuyez sur la touche 3, vous avez cette carte qui est faite en 3D. Et donc notamment, vous pourriez vérifier un certain nombre de paramètres. Alors bien sûr, c'est joli, mais le but de cette carte 3D, ça va être notamment vis-à-vis des connecteurs ou des composants de grande dimension, de vérifier qu'ils ne sont pas trop proches l'un de l'autre. En pratique, vous avez bien la proximité qui est vérifiée dans vos règles de routage. Mais il se trouve que si vous mettez deux connecteurs BNC trop proches l'un de l'autre, d'un point de vue électrique, ça posera aucun problème. Mais d'un point de vue mécanique, quand vous allez mettre le connecteur et tourner le connecteur, vous allez être gêné s'ils sont trop proches. On s'en rend pas tellement compte dans la vision 2D de ça, on s'en rend plus compte quand on voit vraiment les connecteurs en 3D. Et c'est un des intérêts de la 3D, c'est toujours de vérifier que les composants ils sont facilement logeables dans la troisième dimension. Parce que dans le plan, il y a tous les outils qui vous montrent que c'est faisable. Mais on oublie souvent le fait que il faut quand même mettre un connecteur BNC, il faut mettre les doigts des fois pour le connecter. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Pour revenir à la fenêtre précédente, vous rappuyez sur 2, donc comme 2 dimensions. Et à ce moment-là, vous êtes reprojeté dans le monde à 2 dimensions. Dernière chose, c'est qu'on va vérifier ensemble qu'on a bien satisfait toutes les règles qu'on avait renseignées initialement. Donc pour faire cela, vous allez dans Tools, Design Rule Check. Il va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et en bas à gauche, vous avez Run Design Rule Check. Vous cliquez là-dessus. Et puis, vous allez avoir un rapport d'erreur qui va apparaître. Donc dans ce rapport d'erreur, vous voyez qu'il n'y a pas de warning. Par contre, il y a 4 erreurs. Vous allez voir qu'elles ne sont pas importantes. Dans les erreurs, alors pour nous, c'est les premières qui seront les plus importantes. Vous avez d'abord les erreurs liées au clearance, donc à l'isolement entre les pistes. Cette erreur-là, il n'y en a pas de ce type. Donc du coup, on a bien respecté ça. Ce qui est normal, puisque on avait vu tout à l'heure que l'outil en direct nous interdit de faire un routage trop proche. Donc du coup, c'est normal qu'on les respecte. Mais vous pourriez ne pas les respecter au niveau des connecteurs, par exemple, ou des choses comme ça. Les outils de court-circuit, les erreurs de court-circuit, donc on n'en a pas. On n'a pas de route non connectée, donc ça c'est une erreur fréquente qu'on voit. Pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est que des fois, on voit mal les chevelus non routés dans des circuits un peu complexes.
là, ce rapport-là, il vous le met en évidence tout de suite. Pas d'erreur sur les polygones, pas d'erreur sur la largeur des pistes, pas d'erreur sur les plans, pas d'erreur sur les tailles de trous et puis les trous, l'espacement entre les trous. Et puis on a des erreurs sur tout ce qui est solder mask. Donc ça, c'est tout ce qui va considérer, tout ce qui va concerner les étapes qu'on ne va pas utiliser à Polytech Paris-Saclay. Donc ces erreurs-là, on peut les oublier. Pour ne pas les avoir, il aurait fallu rentrer dans les rules et puis les désactiver ou mettre des tolérances plus grandes. Mais bon, on sait de toute manière que ce ne sont pas des erreurs qui nous concernent. Donc du coup, c'est pas très grave. Donc à ce stade-là, voilà, vous avez réalisé votre premier routage. Donc normalement, il est fonctionnel. Il n'y a plus qu'à envoyer ce routage-là directement donc à notre équipe. Attention à une chose, quand vous envoyez donc une fabrication, donc une carte en fabrication, c'est pas juste le PCB qu'il nous faut. Il nous faut la totalité du projet. Parce que si jamais on a une modification à faire, il nous faut le schématique, il nous faut le lien entre le schématique et le PCB, donc il nous faut le projet. En plus, des fois, il y a des librairies qui sont locales au projet et qui ne sont pas externes. Donc du coup, on a aussi besoin de ces librairies. Donc attention à bien envoyer la totalité du projet. Et donc normalement, si vous avez respecté tout ça, vous envoyez la totalité du projet, la carte est tirée, il n'y a plus qu'à souder et normalement, elle est opérationnelle.